Ici la voix de Benjamin Vincent. Et ici la voix de Fabrice Neumann. Bonjour à toutes et tous. Oui, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. Les Voix de la Tech, épisode 6 du vendredi 1er novembre 2024. Toujours en 30 minutes chrono chaque semaine, c'est la promesse. Mais les Voix de la Tech Fabrice sont aussi disponibles en version premium sur Apple Podcast. Et oui Benjamin, c'est ça. Vous accédez aux versions intégrales de nos interviews, nos conversations qui vont un peu, voire beaucoup plus loin grâce à nos invités toujours passionnants. C'est le même concept, le même sommaire, les mêmes voix, mais avec des interviews en version intégrale. Oui, pour certaines, 10 voire 20 minutes d'échange et d'infos en plus, comme avec Tristan Nitto la semaine dernière, ou avec nos invités d'aujourd'hui. Les Voix de la Tech version intégrale, c'est sur Apple Podcast avec 3 jours d'essai gratuits pour vous faire une idée, et bientôt aussi sur Spotify. Et donc cette semaine, un nouvel épisode exceptionnel. Dans la troisième partie, les nouveaux Mac à processeur M4, comme si le lancement d'Apple Intelligence lundi marquait un tournant majeur, Apple a complètement revu sa manière d'annoncer au monde ses nouveaux produits. Oui, avec un Mac par jour. Alors, est-ce la fin des fameuses keynotes événementielles? On va poser la question à Eli Abitbol, l'un des meilleurs experts Apple en France. Mais avant de parler des nouveaux Mac, on part en direction du Palais des Congrès à Paris, où s'est tenu cette semaine le Paris Audio Video Show, qui est désormais le plus grand salon dédié au son et à l'image en Europe. Oui, à la rencontre de son organisateur Philippe Carré, une voix qui compte dans l'industrie puisqu'il est aussi à la tête de l'un des principaux revendeurs du secteur, sonvideo.com, et d'Ellipson, un fabricant d'enceintes. Mais à tout seigneur, tout honneur, sa voix est très rare, il était le parrain du Paris Audio Video Show cette semaine. Vous connaissez tous son nom, mais surtout vous connaissez tous ses musiques de films. Je te laisse imaginer, Fabrice, Perfecto rouge, lunettes noires pour 28 minutes magiques. C'était mardi dans l'une des loges du Palais des Congrès au lendemain du concert d'une heure qu'il a offert aux visiteurs du Paris Audio Video Show. Bonjour Eric Serra. Bonjour. Bienvenue dans les Voix de la Tech. Merci. Merci de nous accueillir ici au Paris Audio Video Show. Si on replonge à vos débuts, quel souvenir vous avez de la technologie de l'époque ? Moi, je suis de la génération qui a vu arriver les premiers ordinateurs. Il se trouve que la toute première séance d'enregistrement numérique qui a eu lieu en France, j'en faisais partie. Il y avait Manu Katché à la batterie, Patrice Tison à la guitare et moi à la basse. On est arrivé au studio juste comme ça pour faire le bœuf, quoi, pour essayer le magnéto numérique. Et ça, je n'ai jamais oublié ça parce que c'était un tel choc ce qu'on a entendu, quoi. C'était la première fois qu'on s'entendait avec ce son numérique qui changeait tout, quoi. Ouais. Vous dites que vous avez vu arriver les ordinateurs. Ouais. Ça a été quoi votre premier ordinateur en tant que musicien? Alors, mon tout premier, c'était donc un Texas Instruments TI-99. Mais moi, je me suis lancé là-dedans en autodidacte, comme tout ce que j'ai fait dans ma vie d'ailleurs. Et au bout de quelques temps, j'avais commencé à me faire un jeu de Pac-Man, mais on ne pouvait pas faire de musique. Ensuite, mon deuxième ordi, ça a été un Apple IIe. Et là était sortie la toute première interface qui permettait de connecter un ordinateur à un synthétiseur. Et il y avait un espèce de petit logiciel pourri qui était en gros un séquenceur sur lequel, je me souviens, il y avait 8 pistes, un seul canal MIDI, mais néanmoins, ça me passionnait tellement, je trouvais ça tellement incroyable, parce que c'était de la science-fiction à l'époque. J'ai fait toutes les maquettes de la BO de Subway avec ça. Non. Ouais, les maquettes. Ensuite, je suis allé en studio et j'ai enregistré ce que vous connaissez de la musique de Subway. Et ensuite, je suis passé quelques temps plus tard au Macintosh, et où là sont sortis les premiers logiciels un petit peu plus sérieux. Notamment, moi, le premier que j'ai utilisé, c'était Performer de chez Motu, Performer version 1. Mais ce logiciel, déjà, ça changeait tout. Il y avait, je crois que c'était illimité au niveau des canaux MIDI.
et illimité au niveau du nombre de pistes. Donc là, soudain, par contre, le Grand Bleu, je me suis réellement servi de ce logiciel pour la version finale, quoi. J'ai tout programmé là-dedans. Tout ce que je ne jouais pas en vrai, comme les guitares ou les pianos, je le programmais avec ça, quoi. Alors aujourd'hui, votre univers technologique, c'est quoi ? Alors aujourd'hui, c'est Pro Tools depuis des années. Et puis au niveau de l'écoute, mon studio est équipé Atmos depuis 2 ans à peu près. Je suis certifié Dolby Atmos. Ah ouais. Et ça, je dois dire que c'est la nouvelle révolution dans le son et dans la musique. Alors c'est intéressant parce qu'ici au Paris Audio Video Show, on peut écouter la musique du Grand Bleu. Ouais. Alors remixé, est-ce que ça a été fait spécialement pour ici ou est-ce que c'est un mix qui existait déjà ? Non, c'est un mix que j'ai fait à la demande d'Universal qui distribue toutes mes BO de cette époque-là. Et du coup, ça sort, là d'ailleurs, celle du Grand Bleu, elle sort dans quelques semaines, je crois. Je crois que ça sort début décembre, sur notamment Apple Music, ce genre de plateforme. Donc ça n'a pas été fait que pour le salon, mais c'est par contre la première fois effectivement qu'on fait écouter le résultat à du public ici au salon. Et c'est un vrai remix que j'ai fait moi-même, enfin d'abord avec mon ingénieur justement. Et là je dois dire que le Grand Bleu, j'y ai passé un temps fou parce que c'était le premier que je faisais moi-même en Atmos. Et je suis particulièrement content du résultat parce que j'ai réussi à vraiment le faire sonner comme j'avais envie qu'il sonne. Et pour moi, le mixage Atmos du Grand Bleu est plus proche de ce que devait être le mixage du Grand Bleu. C'est-à-dire, c'est comme ça que j'entendais ma musique, moi, dans ma tête. Qu'est-ce qu'on découvre de plus, finalement ? Je vous dis, c'est qu'elle a pris sa dimension que moi j'entendais dans ma tête. C'est-à-dire que l'Atmos, c'est réellement de la 3D. Donc là, ça permet de faire des choses beaucoup plus précises et réellement spacieuses. Et des mouvements qu'on ne peut pas faire en stéréo. Faire passer un truc de avant en arrière en stéréo, on ne peut pas le faire. Ça valait le coup d'attendre alors ? Ah bah ouais. Mais moi, je me suis régalé à faire ce mix Atmos avec le Grand Bleu. Et on a fait d'ailleurs déjà le 5e élément, mais qui sortira un peu plus tard. Est-ce que ça veut dire que le Grand Bleu pourrait ressortir en salle avec cette musique complètement remixée ? Alors, j'en ai parlé justement au patron de Gaumont. Et j'ai suggéré l'idée au patron de Gaumont. Et je pense qu'il l'a entendu. Ça lui a donné envie, effectivement. Donc, je ne sais pas si ça se fera, mais... c'est pas impossible. Ouais. Est-ce que vous allez reprendre vos autres musiques de films ? Alors ça, c'est ma maison de disques qui décide, ça c'est Universal, mais je pense, oui, que ça risque de se faire. Alors peut-être pas toutes, mais... Pour vous, lesquelles mériteraient les plus vraiment connues, en tout cas, oui. Léon, par exemple, c'est sûr, ça s'y prêterait beaucoup. Nikita aussi, pourquoi pas. Enfin... oui, ceci dit, toutes, elles s'y prêtent. Mais bon, je ne sais pas si on les fera toutes, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Hein, puis... Alors, je vais vous poser une question un peu provocatrice, mais est-ce que l'IA pourrait vous aider ? Pour les mix Atmos ? Ouais. Est-ce que ça vous rend curieux ou est-ce que ça vous inquiète plutôt l'IA ? Cette irruption de l'intelligence artificielle ? Non, moi ça ne m'inquiète pas, non, ça me rend curieux, oui. Ouais. Vous avez joué un peu avec ? Un tout petit peu, mais pas avec la musique. Juste comme ça, comme tout le monde au début, j'ai regardé pour voir, et c'est rigolo. Mais pour quelqu'un qui travaille avec des ordinateurs depuis que ça existe, c'est pas aussi hallucinant que ça. C'est-à-dire que, et c'est pour ça d'ailleurs que ça m'inquiète pas. Ouais. C'est une évolution de l'informatique, c'est tout. Mais par exemple, un prompt qui serait crée-moi une musique pour telle occasion à la manière d'Eric Serra. Ça vous choque ? Je serais très curieux d'entendre le résultat. Et évidemment, si on arrivait à le vendre de cette façon-là, ça me dérangerait évidemment beaucoup. Bien sûr. Mais j'y crois pas. Donc vous ne voyez pas l'IA comme potentiellement un nouvel instrument de musique, pardon d'utiliser cette comparaison, mais est-ce que ça pourrait être un élément de plus dans l'orchestre ? C'est-à-dire comme un nouvel instrument de musique, peut-être, mais pas un nouvel artiste, non.
Moi, ma conception de l'art, c'est avant tout de l'émotion. Et ça, l'IA, elle n'a pas d'émotion. Ouais. Alors, vous savez que maintenant, les IA sont capables de comprendre les images, voire de les décrire. Est-ce que vous composez d'après les images ou est-ce que c'est le processus contraire, hein? Oui, non, moi j'écris beaucoup d'après les à partir de l'image. Ouais. Donc une IA pourrait aussi faire quelque chose qui ressemble au même processus, en tout cas, pas du tout avec le même résultat. Mais je sais pas. Hein. Vous vous souvenez comment vous avez eu l'inspiration du Grand Bleu, la première ligne mélodique qui vous est venue, c'était en regardant une image particulière du film? L'inspiration, elle est venue beaucoup de la mer et de la pratique de l'apnée. On a beaucoup pratiqué l'apnée à cette période-là, pendant qu'on préparait le Grand Bleu. Oui, moi aussi, je me suis entraîné beaucoup parce que ça me fascinait. C'est Luc qui m'a fait découvrir Jacques Mayol, le vrai. Ouais. Moi, je connaissais pas ce truc-là, cette pratique. Et ça m'a complètement passionné. Je suis tombé amoureux de ce que faisait ce gars et de ce qu'il disait, de ce qu'il racontait. Et du coup, je voulais absolument ressentir ce dont il parlait là. Et du coup, j'ai ressenti les fameuses sensations. Et je pense que l'inspiration la plus profonde du Grand Bleu, elle vient de là. Hein. Vous êtes descendu le plus loin possible? Oui. Alors, moi, je ne suis pas allé aussi profond que lui, évidemment. Hein, mais je ne me suis pas entraîné aussi longtemps non plus. Mais je suis quand même descendu à plus de 30 mètres en apnée. Ouais. J'avais plus de 2 minutes 30 d'apnée à l'époque. Et c'est pas mal déjà. Pas mal. Ça permet de ressentir des choses qui effectivement sont uniques. C'est des émotions uniques, des sensations uniques. Et c'est la meilleure nourriture, ça, pour un artiste. Merci beaucoup Éric Serra d'avoir été l'une de nos voix de la tech cette semaine. Merci à vous, avec plaisir. Grand plaisir de vous avoir rencontré. À bientôt. Bon Fabrice, puisqu'on est au Paris Audio Vidéo Show, on va y rester. On va y rester et on va rejoindre notre deuxième voix de la tech cette semaine. Il s'agit de Philippe Carré, l'organisateur du salon. Bonjour Philippe Carré. Bonjour. Bienvenue dans les voix de la tech. Merci de m'accueillir. On est ici au Palais des Congrès à Paris. C'est le dernier jour du Paris Audio Vidéo Show. Est-ce qu'on peut faire un premier bilan, Philippe, de cette édition 2024 ? Un salon tout à fait exceptionnel par rapport aux années précédentes, puisqu'on est passé l'année passée de 17 000 visiteurs grand public à un peu plus de 30 000 cette année. Donc on est très heureux. On avait un objectif à 25 000 qui était déjà ambitieux, mais on a finalement largement dépassé l'objectif. Et surtout une édition où on a un engouement très fort de tout le public pour les différents produits présentés, que ce soit sur l'origine du Paris Audio Video Show, donc la hi-fi vidéo home cinéma, mais également sur cet nouvel univers que nous avons ajouté, musique, DJ, light, instruments de musique, qui a été un franc succès également, puisqu'il a été très visité et on a réussi à faire participer ces deux populations en tout cas. Et ça, c'est vraiment une réussite pour laquelle nous sommes très heureux. Quoi. Bon, dans les voies de la tech, on s'intéresse évidemment à la technologie. Quelles sont les technologies qui font l'événement, qui peut-être sont en train de révolutionner certains secteurs de l'industrie? Aujourd'hui, on peut citer quelques axes très importants. Si on parle d'image, je dirais que l'arrivée des projecteurs courte focale de grande qualité et accessible, c'est très important, puisque ça nous permet d'avoir une image type cinéma sans construire une pièce particulièrement. Sur le son, il est évident que les streamers... C'est quoi un streamer pour ceux qui ne savent pas ? Alors, donc un appareil qui permet de lire la musique digitale, que ce soit depuis un réseau ou un disque dur en tout cas, et de l'interpréter de manière déjà pratique, parce qu'on peut choisir les titres, faire des playlists, etc. Et puis de qualité suffisante pour faire de la hi-fi. Et puis évidemment, ce que nous avons présenté avec Éric Serra d'ailleurs dans une salle d'expérience, l'Atmos. Alors en hi-fi, très particulièrement avec Eric, là c'est une écoute hi-fi Atmos, donc avec une demi-sphère de son spatial, mais également bien entendu home cinéma. Ça c'est un élément technique qui permet pour ceux qui ont déjà un home cinéma, de le faire évoluer de manière tangible avec des enceintes Atmos, donc des enceintes qui permettent de la spatialisation 3D du son, mais également une écoute hi-fi qui est intéressante, parce que ça veut dire qu'un home cinéma, ce n'est pas qu'un home cinéma, ça peut être aussi une écoute hi-fi, totalement différente et nouvelle. Pour situer d'ailleurs l'Atmos hi-fi,
le mix réalisé par Eric sur son Grand Bleu aujourd'hui est fait à partir de la base stéréo qui est transposée en fait avec des objets pour faire de l'élévation du son et un son spatial. Et il m'expliquait hier qu'il est en train d'investir dans une évolution de son studio Atmos pour mixer l'Atmos à la composition. Donc dès le premier son, chaque son serait mixé en Atmos, l'un après l'autre comme on fait un mixage stéréo. Et c'est encore tout un pan d'évolution pour les prochaines années, pour avoir un son encore plus intéressant et peut-être minimaliste au final, mais spatialisé. Ouais. L'Atmos, au départ, c'est une technologie pour les professionnels, et on a tous de l'Atmos dans nos smartphones maintenant, parce que on lit des fichiers Atmos sur un iPhone notamment. Tout à fait. Pour autant, on n'a pas forcément l'équipement derrière pour en profiter vraiment. Non, je crois qu'il y a beaucoup d'évangélisation à faire sur ce système avec les systèmes binaurales ou les salles, simplement Atmos. D'ailleurs, très peu de home cinéma sont équipés en Atmos encore aujourd'hui, ou très peu de salles, parce que vous savez qu'on peut le faire par réflexion également, ce qui permet de le faire plus facilement, surtout que la plupart des appartements ou maisons ont des plafonds qui sont réfléchissants parce que en plâtre ou en placo-plâtre. Et du coup, il y a encore beaucoup de démonstrations à faire, et d'ailleurs c'est ce qu'on a essayé de faire sur ce salon avec la salle Eric Serra. Il y avait d'autres salles de cinéma aussi en Atmos, et qu'on va essayer de répéter par la suite, parce que cette technologie, vous avez raison, est finalement encore peu connue. Je pense qu'on peut dire que l'Atmosify c'est même très jeune, hein, ça n'a que quelques années, mais c'est ça qui est intéressant, puisque des salons comme celui-ci sont là aussi pour faire découvrir de nouvelles technologies et permettre aux gens de se dire qu'il y a encore des nouveautés à s'offrir et à installer chez soi dans les années à venir, quoi. Décrivez-nous quand même cette salle que vous avez montée exprès pour qu'on puisse écouter un quart d'heure de ce Grand Bleu remixé en Atmos. On est les premiers ici à le découvrir. Oui, tout à fait. Quel est l'équipement de cette salle? Comment vous avez fait pour en tirer le meilleur finalement? Alors on a travaillé directement avec les ingénieurs de Dolby pour le fichier natif en fait, de ce mix Atmos hi-fi. On a ensuite utilisé un processeur de Storm Audio, qui est un fabricant français de processeurs cinéma et amplificateurs cinéma de très haute qualité. Et ensuite, on a travaillé avec Ellipson, qui est un fabricant français également d'enceintes, notamment cinéma. Et en l'espèce, on utilise des Infinites, qui sont fabriquées en France d'ailleurs. Des enceintes cinéma qui sont avec une typologie de son propre à Ellipson qui est assez musicale. Donc ça tombait bien, c'est pour ça qu'on les a choisis. Et l'amplification est également fabriquée en France par Ellipson, avec 8 amplis de 1400 watts chacun. Et tout le système est du coup ensuite suspendu sur une structure aluminium. Et les gens ont été installés par 15 personnes dans un fauteuil en cuir pour être confortable. Il n'y avait que 15 personnes par session pour très avoir confortable. C'est vrai, vous le confirmez. On voulait peu de monde pour que ce soit une expérience exceptionnelle. Donc, alors évidemment, ça ne durait pas très longtemps. Tous les quarts d'heure, il y avait une session. Le but, d'ailleurs, quand on a prévu le système avec Eric Serra, il n'y avait pas d'image pendant la démonstration, à part au début pour expliquer le système. Et lui voulait que les gens ferment les yeux, en disant il faut fermer les yeux pour que l'expérience soit encore plus forte, parce que si on ferme les yeux, le cerveau se concentre sur l'écoute, et alors là l'écoute en 3D devient majestueuse. Bon, mais cette salle-là, elle est hors de portée financièrement du visiteur mais moyen. Pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Et pas tant que ça. Pas tant que ça. Alors évidemment, là, si vous voulez, l'amplification très puissante pour tenter d'avoir la quintessence de chaque amplificateur. Oui, c'est quelque chose qui est entre 50 et 100 000 euros, mais je dirais que les gens pourraient chez eux faire un système à partir de 15-20 000 euros qui rendrait quelque chose de tout à fait comparable. Et c'est quelque chose qui commence à arriver, d'ailleurs on le voit dans les maisons maintenant, quand il y a un home cinéma, c'est dans les annonces immobilières, c'est noté, vous voyez, un peu comme la piscine il y a 50 ans, mais pourquoi pas demain les home cinéma, parce que c'est un loisir qui dure toute l'année et qui permet de profiter à toute la famille en tout cas. Merci Philippe Carré. Merci beaucoup. Merci d'avoir été l'une de nos voix de la tech cette semaine, et à l'année prochaine. À bientôt, à l'année prochaine. Au revoir. Fabrice, j'ai testé cette écoute du Grand Bleu en Dolby Atmos dans cette salle au Paris Audio Video Show. C'était exceptionnel. Et on l'a entendu, Eric Serra, il espère bien que Gaumont ressorte le Grand Bleu en salle avec ce remix Atmos. Et c'est vrai que ce serait une redécouverte complète du film et de la musique. Alors j'ai hâte d'écouter ça et de voir ça aussi. Bon, moi je fais partie des fans d'Eric Serra, de sa musique, du Grand Bleu en particulier. Je peux pas te donner le nombre de fois où j'ai écouté la musique les yeux fermés quand j'étais ado dans ma chambre.
Donc, recommencer ça dans une salle Dolby Atmos, je ferai ça avec plaisir. Bon, et puis je me suis trouvé, pour revenir sur Eric Serra, un point commun avec lui, c'est que son premier ordinateur était mon premier ordinateur. D'un seul coup, je me sens tellement plus proche de lui. C'est vrai que le Dolby Atmos, ça fait longtemps qu'on en parle, enfin quelques années. C'est encore assez jeune. Il faut un peu de matériel. Tu as posé la question, tu as bien fait, parce qu'on est quand même loin d'être tous équipés. On peut écouter ça au casque. Il y a quelques casques qui permettent de faire ça. Ça commence à se démocratiser, notamment beaucoup avec Apple Music. Apple appelle ça l'audio spatialisé, mais c'est donc du Dolby Atmos. Le mot Dolby Atmos apparaît aussi quand on utilise l'application Apple Music. Mais on peut avoir de temps en temps quelques effets spatialisés en écoutant ça sur les haut-parleurs de son Mac ou avec les AirPods. Mais je pense qu'on est quand même loin de la qualité qu'on peut obtenir et de ce que toi, tu as pu vivre dans cette salle Dolby Atmos. J'imagine que c'est irracontable, mais moi, par exemple, quand je vais au cinéma, je ne vais plus que dans des salles Dolby Atmos parce que le reste, c'est beaucoup moins intéressant. Donc, c'est vraiment quelque chose dans le devenir. Je le trouve très fort de comparer ça aux équipements de maison, de piscine. Là, il a été très fort sur le sujet. Quelle semaine pour Apple! Une rafale d'annonces distillées pendant 3 jours d'affilée. On n'avait jamais vu ça. On a d'abord eu droit à l'iMac M4 lundi, au Mac Mini M4 et M4 Pro mardi, et au MacBook Pro M4, M4 Pro et M4 Max mercredi. Bonjour Elie Abitbol. Bonjour les amis. Bonjour tout le monde. Tu es le président des Apple Premium Resellers en France, presque 45 ans dans l'univers Apple avec MCS. Alors MCS, c'est 4 magasins, je crois, à Nice, Cannes et Aix-en-Provence. Oui. Que toi et ton frère, vous venez de céder à l'italien Cienci. Bon, c'est une sacrée page qui se tourne pour vous, au moment où Apple chamboule tout dans sa manière de faire l'événement. Une annonce par jour, tu l'as dit Fabrice, chaque jour à la même heure très précisément. C'est en tout cas ce qu'on a vécu lundi, mardi et mercredi. Elie, est-ce que c'est la fin des keynotes et de ces événements Apple massifs qu'on a connus depuis Steve Jobs ? Et je pense qu'il y a des chances en fait, en tout cas pour les annonces de produits. Peut-être qu'Apple se gardera 1 ou 2 keynotes annuelles pour des événements très importants. À mon avis, on gardera l'iPhone. Parce que pour l'instant, ça reste encore le produit le plus important en termes de revenus pour Apple. Et moi, je pense que la WWDC pourrait être une deuxième keynote. Donc la conférence mondiale des développeurs Apple qui a lieu traditionnellement au mois de juin. Exactement. Pour le reste, je pense que le format actuel, moi, me plaît bien parce que les annonces sont distillées dans un temps qui est correct, tout le monde peut voir, et puis Apple se focalise sur les messages qu'ils veulent passer pour le grand public, c'est-à-dire plutôt que de diluer ça dans une keynote où on annonce plein de choses, où on parle des magasins, où on parle des résultats un peu, où on parle de plein de choses, là en fait c'est une annonce produit, donc on parle du produit, et puis c'est bon. Alors, revenons-y d'ailleurs à ces produits justement. Est-ce que tu as déjà peut-être un sentiment général sur ces 3 jours d'annonce et ces renouvellements de 3 gammes de Mac? Écoute, moi j'étais très surpris et pour une fois agréablement. On a commencé par l'iMac qui évolue vers le M4 et avec des nouvelles couleurs, donc très bien. Deuxième jour, petite surprise, on savait qu'il y aurait un Mac Mini, mais on l'a vu en vrai, il est tout petit, il est aussi en M4. Et on finit en beauté le 3e jour par l'annonce des MacBook Pro, très attendus, très spectaculaire au niveau des performances, puisque eux bénéficient du M4 Pro et du M4 Max. Mais pour le reste, ce sont des portables qui évoluent bien et où les performances du M4 Pro et du M4 Max montrent qu'Apple est capable de sortir des produits à très forte puissance, puisque là, il y a une grosse différence par rapport aux versions précédentes. 16 Go maintenant, ça devient le nouveau standard, alors que depuis des années, on pestait contre Apple qui vendait encore des machines avec 8 Go de mémoire. En fait, tu l'as dit tout à l'heure, la raison essentielle, c'est Apple Intelligence. Parce qu'il faut avoir un peu de mémoire pour pouvoir exécuter Apple Intelligence correctement
et pouvoir faire les tâches qu'on fait habituellement sur nos ordinateurs. Mais on voit bien la nouvelle bataille qui se dessine, Elie. Aujourd'hui, on va se retrouver avec les Mac et Apple Intelligence face à la cohorte de PC qui embarqueront Copilot de Microsoft. Est-ce que c'est la nouvelle bataille de l'informatique du 21e siècle ? L'intelligence artificielle est le nouveau front, absolument. Et donc, là, il va falloir qu'Apple rattrape son retard. Ils vont le faire progressivement, mais les autres ne vont pas se priver de continuer à développer leur version. Il va leur falloir un peu de temps parce qu'en fait, tous les traitements qui vont être un tout petit peu sophistiqués et que les ordinateurs ou les iPhones ne pourront pas faire en local vont passer par un cloud. Apple est en train de développer toute une série de fermes de serveurs. Et la bataille va se jouer aussi sur le côté confidentialité. Apple, à chaque fois, et même dans les dernières annonces, insiste beaucoup sur ce cloud privé qui fait que vos données sont anonymes et que même quand on fait appel à un modèle de langage évolué pour pouvoir vous donner une réponse plus complète ou plus précise, vos données ne sont jamais stockées. Enfin, elles sont stockées le temps de répondre, mais elles ne sont pas enregistrées et elles sont anonymes. Donc, comme ce n'est pas le cas des autres qui récupèrent toutes vos données, il faut un compte pour utiliser une intelligence artificielle, sauf quand ça sera disponible sur macOS 15.2, où vous pouvez utiliser ChatGPT de façon tout à fait anonyme. Vous n'êtes pas obligé de mettre une adresse mail ni quoi que ce soit. Vous pouvez le faire si vous avez un compte, mais vous n'êtes pas obligé. Et donc, Apple va beaucoup insister sur le fait de nous sommes parfaitement respectueux de vos données. Est-ce qu'Apple Intelligence, c'est pas l'événement dont on ne mesure pas encore la portée ? Et si Apple nous préparait vraiment un événement majeur, progressivement, sans rien dire, et s'ils étaient capables de vraiment nous étonner à un moment donné. Connaissant Apple, ils peuvent le faire. Maintenant, 2 ans, c'est quand même difficile à rattraper. Tim Cook était totalement absent des 3 mini-keynotes, ces 3 vidéos qu'Apple a déroulées depuis lundi. Est-ce que tu penses qu'on assiste en ce moment au début de la succession de Tim Cook à la tête d'Apple ? C'est exactement ce que j'ai pensé en voyant ces 3 keynotes, parce qu'on aurait dit un passage de bâton informel, donc de lui vers John Ternus, qui a priori était un des favoris toujours dans ceux qui regardent cette industrie en disant « mais qui peut succéder à Tim Cook ?» Il avait dit, il y a déjà pas mal d'années, qu'il finirait, en tout cas pour pouvoir profiter de la vie, dans pas si longtemps que ça. Il s'était donné 10 ans pour le faire. Il y a peut-être en toile de fond ce demi-échec ou demi-réussite de l'Apple Vision Pro, où il s'est beaucoup engagé, lui. Il voulait que ça soit son produit, le produit qui marque sa présidence d'Apple. C'est un fabuleux produit, je m'en sers tout le temps, mais que la plupart des gens ne peuvent pas s'offrir. Et est-ce que les actionnaires qui aujourd'hui pilotent Apple ne sont pas un tout petit peu déçus de cette promesse non réussie et qu'ils ne lui disent pas ce qui serait peut-être temps de laisser la main à quelqu'un d'autre. Peut-être, on verra. Seul le futur nous le dira en tout cas. Merci beaucoup, Elie Abitbol, d'avoir été l'une de nos voix de la tech cette semaine. Merci à vous, j'étais ravi de pouvoir venir découvrir ce nouveau décor un peu différent, mais sympathique. C'est normal, sans conteste, tu es une de ces voix de la tech et donc on était vraiment très content de t'accueillir. Merci. Les Voix de la Tech, épisode 6, c'est fini pour cette semaine. Et oui, Fabrice, même les meilleures choses ont une fin. Merci à nos voix de la semaine. Eric Serra d'abord, qui prépare une tournée à partir de novembre 2025, notamment à l'Accor Arena à Paris. Philippe Carré pour le Paris Audio Vidéo Show. Et bien sûr, Elie Abitbol, notre complice d'iWeek, la semaine Apple. Le podcast incontournable et le plus sympa, évidemment, pour suivre l'actualité Apple. On vous donne déjà rendez-vous vendredi prochain. On sera le 8 novembre pour l'épisode 7. D'ici là, suivez les Voix de la Tech sur X, LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube, et aussi sur le site lesvoixdelatech.com, où vous trouvez tous les liens pour vous abonner au podcast. Sur Apple Podcast, n'hésitez pas à écrire un commentaire et à nous mettre une note 5 étoiles. Elle donnera envie à d'autres de faire comme vous, c'est-à-dire d'écouter les Voix de la Tech.
Et puis, si moins de 30 minutes c'est trop court, on vous rappelle que les épisodes en version intégrale sont désormais disponibles sur Apple Podcast pour 2,99 € par mois. Alors abonnez-vous. Ciao à tous et à vendredi prochain. Salut à toutes et tous.